Salut, t'es bien sur Laughing Soul Chronicle, bienvenue à toi. Ici on parle santé mentale avec humour, bienveillance et surtout légèreté. Petit disclaimer, si certains sujets sont des triggers, je les mettrai en description, n'hésite pas à ne pas écouter si tu te sens pas à l'aise et voilà, j'espère que tu passeras un super bon moment avec moi. Salut à toi, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Laughing Soul Chronicle. Et du coup, la suite de l'épisode de la semaine dernière que j'enregistre juste après l'épisode de la semaine dernière. Je parle beaucoup aujourd'hui, surtout ce matin. C'est un exercice que j'aime beaucoup parce que là, j'ai l'impression de commencer, comme j'ai dit, le deuil de quelque chose. Et on va pouvoir commencer une reconstruction bien solide, bien comme on aime. Alors du coup, le sujet de ce podcast aujourd'hui, pour faire suite justement au précédent, ce serait en fait surtout de vous dire comment je m'y suis pris un peu pour la reconstruction, comment j'ai fait pour demander de l'aide, quelles sont les possibilités d'aide, comment aller de l'avant après un épisode un peu traumatique, enfin, un peu, je minimise encore, mais quand même carrément traumatique. Déjà, la première chose, c'est demander de l'aide. Donc là, c'est facile à dire, surtout avec le recul. Aujourd'hui, moi, j'ai le réflexe de le faire. Quand ça va pas, je sais dire j'ai besoin d'aide. Au moment où j'ai eu vraiment besoin d'aide, c'est mon corps qui a dû lâcher pour que je comprenne que ça allait pas. Faut savoir qu'à partir du moment où vous êtes capable d'écrire le problème sur une feuille, vous avez déjà fait une grande partie du chemin. Le souci dans mon cas, c'était que mon corps a complètement lâché et que je comprenais pas ce qui se passait. Pour moi, j'étais en train de mourir ou il y avait un truc qui allait pas chez moi. Quand on n'est pas vraiment préparé ou qu'on peut pas mettre de mots sur ce qu'on ressent, c'est là qu'en fait c'est difficile et là justement arrive l'aide. Donc moi plutôt l'aide médicale dans ce cas-là. Mon premier réflexe en fait ça a été de prendre rendez-vous avec un psychologue. Alors du coup pourquoi le psychologue et pas le psychiatre? Il faut savoir qu'il y a une différence entre un psychologue et un psychiatre. Le psychologue lui... Alors, la différence entre le psychologue et le psychiatre, c'est que le psychiatre, lui, il a suivi des études de médecine et il a fait une formation médicale polyvalente. Et du coup, ensuite, à la fin de ses études, il fait une spécialisation en psychiatrie générale. Lui, il peut délivrer des médicaments ou un arrêt de travail. Et du coup, ça va être un spécialiste en psychopathologie et en psychopharmacologie. Donc aussi, la différence, ça va être au niveau de la prise en charge. Le psychiatre, lui, il est pris en charge par l'assurance maladie, mais pas le psychologue. Et du coup, le psychologue, ça, c'est une profession réglementée. Et la grande différence qu'il y a vraiment avec le psychiatre, c'est qu'il ne peut pas délivrer d'ordonnance médicale. Donc, il n'a pas fait d'études de médecine, donc il n'est pas habilité à faire des diagnostics médicaux. Mais comme le psychiatre, par contre, il peut avoir une orientation psychanalytique en troubles comportement cognitifs ou autres. Et la psychanalyse, c'est une thérapie très longue qui peut prendre plusieurs années. Moi, dans mon cas, là, on a dépassé les 1 an parce que la première fois que je l'ai consulté, c'était en avril 2023, mon psychologue. Donc, du coup, le psychologue n'est pas pris en charge. Pour être totalement transparente, moi, mon psychologue, je le paye 70 € par séance à défaut d'une séance par semaine, donc 4 séances par mois. C'est un budget, mais aussi un investissement sur l'avenir. Et dans un premier temps, le psychologue, moi, je l'avais consulté dans le cadre de troubles du comportement alimentaire parce qu'en fait, je ne m'alimentais plus. Et au moment où j'ai commencé à le voir, j'avais perdu, je crois, plus de 10 kilos en 1 mois. Et en fait, en fonction du pourcentage de masse que vous perdez par rapport à votre poids, quand on dépasse plus ou moins un pourcentage, en fait, on passe en anorexie mentale. Donc, encore une fois, là où il faut briser, entre guillemets, une idée reçue, c'est que l'anorexie, c'est pas forcément une personne qui a la peau sur les os, mais c'est en fait un trouble vraiment à part entière, c'est-à-dire que votre cerveau se bloque de sorte à ce qu'en fait, vous ne vous alimentez plus. Donc, du coup, nous, on est passé sur une thérapie du comportement alimentaire dans un premier temps et aussi dans une thérapie pour le deuil parce que je pensais en fait que ce qui clochait au départ, c'était un contre-coup d'un deuil que j'avais encore pas bien fini. Et en fait, on a commencé nos premières séances avec de l'EMDR. Alors, une petite explication rapide de ce que c'est l'EMDR. L'EMDR en anglais, ça signifie Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Traduit littéralement, c'est la désensibilisation et le retraitement par les mouvements oculaires. Donc ça, c'est une psychothérapie. Aujourd'hui, c'est recommandé par des instances telles que le HAS, donc ça, c'est l'autorité de santé, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ou encore l'INSRM. Donc ça, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et c'est souvent utilisé en tout cas dans le cadre de la prise en charge d'un stress post-traumatique. Donc là, moi, on était totalement dans ce cas-là. Pas encore de burn-out diagnostiqué, mais en fait, c'était les symptômes que j'avais, les prémices en fait d'un syndrome post-traumatique du coup dû à ce qui m'était arrivé dans mon travail.
Et en fait, le MDR, c'est une thérapie. Donc, j'ai suivi le MDR, je crois que j'en ai fait pendant 3 ou 4 mois. Ça s'adresse à des patients qui présentent divers troubles. Donc là, on va avoir les troubles anxieux, une dépression, des phobies, les troubles du comportement alimentaire, le deuil, des douleurs chroniques, mais des problématiques plus larges aussi. Donc, un travail sur l'estime de soi, difficulté d'engagement, volonté d'affirmation, problème d'insécurité. Il n'y a pas de contre-indication en EMDR, hein. Mais forcément, il y a des précautions à prendre parce que ce qu'on travaille en EMDR, souvent, ça peut être douloureux. Votre cerveau, lui, il va retravailler en fait après les séances. Et des fois, il peut y avoir un contre-coup assez difficile. C'est très laborieux, mais ça vaut vraiment le coup. Donc du coup, une fois la prise en charge psychologique faite, au final, j'étais déjà, entre guillemets, entre de bonnes mains. Et du coup, il y avait une prise en charge médicale à faire parce que de tous ces problèmes-là ont découlé aussi, au-delà des troubles du comportement alimentaire, je dormais plus, j'étais stressée, j'étais anxieuse, j'étais angoissée. Ça, je l'ai dit dans plusieurs podcasts déjà avant. Je suis pas forcément familière de l'angoisse et de l'anxiété, contrairement à ce que je pensais, parce qu'à force de se le rabâcher, on finit par y croire, mais non. Je ne suis pas une personne anxieuse, je suis une personne normalement qui est très posée, très calme et très réfléchie. Donc la prise en charge médicale, en fait, elle a commencé tout simplement par essayer de traiter les symptômes physiques que j'avais. Donc ce que j'avais comme symptômes physiques, c'était des douleurs à l'estomac, des douleurs musculaires. Je voyais des petites choses devant mes yeux, un peu comme de la neige. Donc première chose, ça a été au début les urgences parce qu'aucun médecin pouvait me prendre et on m'a soignée pour une inflammation de l'estomac dans un premier temps. Parce qu'en fait, ce qui m'empêchait de manger, c'était pas tant que mon cerveau était bloqué, c'était aussi que je souffrais de douleurs vives et lancinantes en fait dans l'estomac et j'étais incapable d'ingérer toutes sortes de nourriture sauf de la nourriture un peu liquide. Une fois qu'on commence à traiter cette partie-là, donc j'ai eu tout un tas d'examens au niveau de l'estomac, échographie, fibroscopie, etc. pour éliminer vraiment toutes les possibilités et en fait au niveau physique, tout allait bien en fait. J'avais des petits problèmes de brûlure d'estomac mais qui pouvaient être réglés par ce qu'on appelle des IPP, donc c'est des inhibiteurs de pompe à protons et en fait grossièrement c'est quelque chose que vous prenez et ça aide en fait à recréer la paroi intestinale et estomacale qui aurait pu être attaquée par de l'acidité en fait tout simplement. Ensuite, j'ai été voir un ophtalmo pour cette histoire de neige devant les yeux et de petits points noirs. Donc encore une fois, rien de grave, on a fait tous les examens nécessaires. En fait, c'est de la fatigue. Donc, c'est un peu gênant au niveau de l'œil de voir tout le temps ces petits trucs. Je les vois plus aujourd'hui parce que j'arrive à me reposer correctement. Mais à ce moment-là, c'était un peu handicapant, mais rien de grave. En fait, avec beaucoup de repos et beaucoup de temps, ça a fini par passer. Donc, une fois la prise en charge médicale et la prise en charge psychologique faite, en fait, essayer de comprendre d'où vient exactement le problème. C'est là qu'en fait, un intervenant plus extérieur est arrivé. C'est qu'en fait, j'ai appelé les RH chez moi, je leur ai expliqué l'état dans lequel j'étais et ils m'ont dit écoute, ça ressemble quand même vachement à un burn-out ce que tu fais, va aux urgences et demande à voir un médecin urgentiste qui lui essaiera de te diagnostiquer le burn-out. Donc du coup j'ai pu voir un médecin urgentiste rapidement dans la journée, un peu sous forme de questionnaire, on explique ce qui va pas. C'est la première fois de ma vie je crois que j'ai été 100% honnête avec un médecin, de lui dire là ça va pas, ce truc là ça va pas, ce truc là cloche, là il y a un truc qui va pas. Et du coup forcément avec tous les éléments qu'on a eu, la prise de tension, elle m'a fait palpation au niveau de l'estomac, etc. Elle m'a diagnostiqué mon burn-out. Donc ça, c'était en août, je crois. Donc là, on a eu un vrai diagnostic posé. Donc médicalement, le burn-out ne peut pas être diagnostiqué en étant appelé burn-out. On appelle ça un symptôme anxio-dépressif. Donc là, depuis 1 an, je suis traitée dans le cadre d'un syndrome anxio-dépressif. Ensuite, j'ai pu voir un autre médecin qui maintenant me suit tous les mois, quelqu'un de très bienveillant, quelqu'un de très gentil et surtout à qui j'ai pu me livrer entièrement et être totalement honnête. Donc ça a été laborieux, ça a pris plusieurs rendez-vous parce que c'est difficile toujours de dire ce qui va pas, de se rendre compte de certaines choses, de mettre le doigt sur des choses et de se dire à ce moment-là, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire comme ça. Et surtout, au début, ce qui a été le plus compliqué, c'est la culpabilité que je ressentais envers moi-même de m'être mise, entre guillemets, dans cet état. Alors qu'en soi, je suis pas tant coupable. Finalement, c'est le cerveau qui est fait de telle sorte que des fois, on se crée soi-même des schémas toxiques et ça finit par péter. Et du coup, aujourd'hui, ce médecin me suit depuis un peu plus d'1 an et ça se passe très bien. Donc, on a essayé de mettre plein de choses en place. Donc, j'ai essayé de reprendre le travail aussi entre-temps. Ça n'a pas fonctionné, donc on est passé sur autre chose. Et en fait, on a fait une demande de congé longue durée maladie. Il faut savoir que le congé longue durée maladie, comme j'ai expliqué dans le dernier podcast, c'est vraiment mis en place dans le cadre d'un cancer ou d'une pathologie mentale sévère. Donc moi, en l'occurrence,
une dépression sévère. Et on a déjà commencé par mettre en place ce congé longue durée maladie pour se dire, là, on a du temps et on va prendre tout le temps qu'il faudra pour se reconstruire. Déjà, l'idée d'avoir du temps devant soi pour se reconstruire, ça soulage énormément. Et moi, ça m'a retiré un peu une charge mentale que j'avais de vouloir très vite m'en sortir pour très vite repartir au travail. Et en fait, ça m'empêchait finalement d'avancer. Et ensuite, vu que mon état s'améliorait pas tellement et qu'au final, je tenais entre guillemets avec des anxiolytiques, on a décidé de passer à un traitement antidépresseur. L'idée reçue qu'on a sur l'antidépresseur et la dépression en général, en tout cas avec tous les gens avec qui j'ai pu parler ces derniers temps, c'est qu'on voit une personne qui se lave pas, une personne qui reste dans le noir, qui fait rien, qui dort tout le temps. Donc moi, dans mon cas, oui, au début, j'ai dormi énormément mais parce que je manquais énormément de sommeil. Après, je sais que pendant un mois, j'ai pas fait grand-chose, honnêtement. J'ai joué beaucoup aux jeux vidéo, j'ai beaucoup lu, j'ai regardé des films qui étaient sur ma liste de films à regarder depuis je sais même pas combien de temps. Essayer un peu de lâcher prise et surtout, en fait, l'intérêt, c'était d'apprendre à se vider la tête. Et moi, j'arrivais pas à décrocher, en fait. J'ai mis peut-être 3 ou 4 mois à vraiment décrocher. Et en fait, la mise en place d'antidépresseurs, dans mon cas, c'était pour traiter l'angoisse et l'anxiété de fond qui m'empêchaient d'avancer et d'arriver vraiment à me détendre et donc de commencer à guérir. Moi, je sais que le médecin, elle utilise beaucoup d'images pour m'expliquer parce que j'ai pas fait d'études de médecine, donc la dépression, je sais pas exactement comment ça marche sur le plan chimique et surtout physique du cerveau. Mais en gros, il faut imaginer qu'on a des capteurs qui captent en fait la sérotonine. Donc la sérotonine, c'est une hormone du bonheur. On peut avoir de différentes façons. En faisant du sport, en faisant une activité qu'on aime bien, en mangeant quelque chose qu'on aime bien, en ayant un orgasme. De plein de façons différentes, en fait, la sérotonine, elle existe et elle est capturée par le cerveau et participe au bon fonctionnement du cerveau. En fait, on appelle ça aussi un peu l'hormone de la récompense. Sauf que le problème dans le cadre d'une dépression, et du coup dans mon cas à moi, c'est que la sérotonine, elle se sécrétait plus. Donc en fait, j'avais jamais cette hormone de bonheur qui me permettait d'avoir un équilibre. Et en fait, plus ça va, plus tu t'enfonces et tu te dis, rien vaut le coup. Et dans les pires cas, malheureusement, et là c'est un peu trigger warning aussi, ça peut mener au suicide. Donc moi, j'en étais pas loin du tout. Et la mise en place de cet antidépresseur, ça permet en fait la recapture de la sérotonine et surtout aider à lisser en fait en fond l'angoisse et l'anxiété pour que je vive finalement normalement et surtout avec des périodes de stress normales pour un humain qui n'est pas malade en fait. Tu peux avoir des petits coups de pression dans ta vie de style tu sors et est-ce que j'ai éteint les plaques, un événement qui arrive bientôt, ça me stresse un peu. Ça, c'est du stress normal. Sauf que moi, à force d'être stressée, mon corps et mon cerveau se sont mis en mode survie et recapturaient plus du tout la sérotonine. Mon traitement antidépresseur, dans 2 mois à peu près, 2-3 mois, ouais, ça fera du coup 1 an que je le prends. Ça se passe très bien. Les 3 premières semaines ont été compliquées, ça on m'avait prévenu, j'ai été malade. Mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'en fait, le médecin m'a prescrit le traitement et on l'a commencé avant que je parte au Canada. Avant qu'on attrape ma veste, même si je sais que dans la globalité, toutes les personnes qui écoutent ce podcast sont bienveillantes, ce voyage était prévu depuis bien longtemps avant mon burn-out et je pense que ça a été la première fois que j'ai vraiment lâché prise de dire je m'en fous, j'y vais en fait. Là où je suis encore choquée de la façon dont j'ai été traitée, mais vous avez pu voir dans le dernier podcast qu'on était loin d'être entourée de gens humains dans le cadre de mon travail, c'est qu'on a essayé de m'empêcher d'y aller sous prétexte que médicalement j'avais pas le droit. J'ai eu un certificat du médecin disant que si j'avais le droit. Et en fait, c'est une barrière que j'ai brisée parce qu'il faut savoir que dans le cadre d'un arrêt maladie pour troubles anxio-dépressifs comme j'ai moi, en fait, les sorties sont autorisées et même fortement recommandées. Pas être mal poli ou me casser du sucre sur le dos. Moi, le médecin a dû vraiment me forcer à sortir pour que justement, je réapprenne à vivre. En fait, le patient, il a besoin de réapprendre à vivre, de se réapproprier son environnement et de reprendre une vie normale. Donc, pour les personnes qui sont en arrêt maladie dans le même cas que moi, ou même en général, vous avez le droit de vivre un arrêt maladie. C'est pas une peine de prison, d'accord ? Si vous devez aller faire des courses, vous allez faire des courses. Si vous devez sortir, sortez. Si vous voulez voir des gens, voyez des gens. Sauf si votre arrêt maladie vous interdit de sortir pour X ou Y raison ou que vous avez des horaires de sortie autorisés. Dans le cas où vous avez, comme moi, pas d'horaire de sortie et que vous pouvez sortir comme vous voulez, mais sortez en fait, vivez. Vous n'êtes pas en tôle, encore une fois.
Et du coup, bah, moi, comme elle m'a dit, le voyage au Canada, bah, ça semblait être une opportunité justement pour, bah, voir autre chose, souffler et surtout déconnecter complètement. Et en fait, elle avait totalement raison. Donc c'était un voyage de 2 semaines. Je crois qu'on n'avait jamais fait de voyage aussi long et ça m'a vraiment fait du bien, en fait. Le Canada, bah, c'est un pays magnifique. La culture là-bas, est géniale. Bah, ça m'a permis, en fait, de me rendre compte qu'il y avait des choses belles à voir dans le monde et que ça valait le coup de continuer, en fait, d'avancer et que, bah, je reprenais confiance en l'avenir petit à petit. Avant ce voyage au Canada aussi, bah, j'avais commencé, bah, le roller, hein, comme j'arrête pas d'en parler dans quasiment tous les podcasts, que là ça a pris une place vraiment à part entière. Il y avait aussi cette idée, donc là, c'était plus au niveau de la thérapie, de aussi «guérir» entre guillemets son enfant intérieur et de refaire le lien avec son enfant intérieur. Et là où c'était intéressant, c'est du coup de se dire: «Bah, quand j'étais petite, je rêvais de ça et bah, du coup maintenant je peux les faire en fait». C'est vraiment le moment pour, en fait, bah, ce congé longue durée maladie. Dans ce moment, il y a congé, c'est je prends ce temps-là pour faire toutes les choses que j'aurais pas pu faire et pas me dire en fait, bah, j'ai juste passé du temps chez moi à rien foutre et à attendre que le temps passe. Ça, c'était pour moi hors de question que ça se passe comme ça de toute façon. Donc je me suis inscrite au roller, donc bah, là, en septembre, ça fera 1 an que j'en fais. En fait, il faut trouver, bah, ces différents repos, comme j'en avais déjà aussi parlé, dans un de mes autres podcasts. Et au final, le roller, c'est l'étape qu'il me fallait pour, la reprise de confiance et apprendre à me vider la tête. Et en fait, ça a été fou, mais bah, mes entraînements du jeudi, ça a été les premiers moments où j'étais vraiment dans ce que je faisais et je ne pensais à rien d'autre. Et ça m'a soulagée mentalement, mais un truc de fou, hein, vraiment. Après, bah, il y a la bienveillance des gens autour qui font que je me suis sentie vite acceptée et accueillie et qui forcément aujourd'hui, bah, prend une grosse partie dans ma vie, mais important. Là, il y a quelques semaines d'ailleurs, j'ai dû faire un choix entre continuer la salle ou faire un entraînement de plus par semaine de roller. Et du coup, bah, j'ai décidé d'arrêter la salle de sport pour pouvoir faire un entraînement de plus de roller par semaine. Bah, aucun regret. Peut-être même la meilleure décision que j'ai prise parce que pour le coup, j'ai ma dose de sport hebdomadaire et le roller, c'est vraiment bah, mon truc, quoi. Je suis accro à ça. Donc du coup, une fois que les barrières sont un peu tombées, que je commençais à reprendre un peu confiance en moi, à reprendre un peu des initiatives, à redécouvrir de nouvelles choses, etc. Et arrivé aussi, le moment où, dans le lâcher prise, bah, il faut dire au revoir à certaines choses. Et du coup, j'ai décidé de faire un gros tri chez moi. Ça peut paraître hyper anodin vu comme ça, mais en réalité, je pense que c'est une des meilleures choses que j'ai fait dans cet arrêt maladie. En fait, bah, déjà, c'était, bah, de trier, les choses qui me plaisent plus, de trier les choses inutiles. C'était un peu difficile parce qu'à la fois, je me suis aussi rendu compte que j'ai accumulé des choses alors qu'à la base, mon copain et moi, on n'est pas du tout des gens matérialistes, on n'est pas du tout du genre à accumuler. Mais il faut savoir que dans le cadre d'une pathologie dépressive, c'est le genre de choses qui peut arriver sans qu'on s'en rende vraiment compte, c'est qu'on a tendance à accumuler, acheter beaucoup de choses, bah, en fait, pour combler un vide. Ce qui fait que bah, forcément, l'année dernière, on est passé aussi par une crise un peu financière. Donc, me rendre compte d'avoir dépensé autant d'argent dans des choses complètement futiles, que j'ai revendu par la suite, heureusement, parce que sinon, on s'en serait jamais sorti, bah, c'était un peu difficile. Mais ce tri, ça m'a fait du bien parce que en fait, petit à petit, et encore aujourd'hui, je continue, mais là, on est plus sur des petits travaux d'aménagement, de déco, etc. Et ben, en fait, j'ai fait de notre maison un foyer. Parce que là, maintenant, on est propriétaire. C'est chez nous, on peut faire tous les travaux qu'on veut, on peut moduler comme on veut. Et bah, déjà, faire un tri, c'était se réapproprier notre chez nous et en faire un foyer. Ensuite et toujours, dans l'optique, soit de guérir son enfant intérieur, soit justement de reconstruire des bases saines, passer du temps avec les gens qu'on aime. Alors la problématique pour nous, c'est qu'en fait, avec mon travail, on a déménagé assez loin des gens qu'on aime et du coup, on s'est retrouvés un peu dans une ville où on ne connaissait personne. À part notre couple, on voyait personne en fait, tout simplement et du coup, l'idée, bah, ça a été de s'ouvrir un peu plus au monde. Donc là encore, le roller revient, bah, dans ce cadre-là et du coup, ben, au-delà d'amis, j'ai vraiment rencontré une famille et aujourd'hui, en fait, on a notre cercle. En fait, on a vraiment aujourd'hui un vrai cercle avec, bah, nos petites habitudes, nos petites sorties, nos petits moments et ça aussi, ça fait du bien, et pour la confiance en soi, c'est pas du tout narcissique, c'est important, se sentir aimé, c'est important et je crois que moi, à force de m'être isolée, c'était quelque chose que j'avais plus forcément et j'étais un peu devenue un robot très froid, très distant et aujourd'hui,
j'ai encore du travail à faire là-dessus, mais par exemple, je fais des câlins, je suis plus ouverte, plus bienveillante, plus solaire. J'essaye de moins avoir cette espèce de poker face que j'avais un peu tout le temps. Du coup, ça marche bien et puis, rencontrer de nouvelles personnes, c'est aussi, apprendre de nouvelles choses, c'est aussi découvrir de nouvelles choses et moi, j'adore découvrir, j'adore apprendre, j'adore apprendre des autres, en fait. Donc c'était une très bonne chose et surtout, mon conjoint, lui aussi, a pu s'ouvrir, chose qu'il ne faisait pas forcément avant. Le burn-out, pour moi, il a aussi eu un impact, négatif, mais surtout positif dans notre couple. Déjà, c'est qu'on a appris à se connaître pour de vrai. Alors, il faut savoir que quand le burn-out s'est déclaré, ça faisait 6 ans et demi qu'on était ensemble avec mon copain, donc on se connaît très bien, hein, 6 ans et demi de vie commune, je pense que c'est assez pour faire un peu le tour de tout. Mais on s'est rendu compte que l'un comme l'autre, on n'était peut-être pas honnête sur tout ce qui était problème qu'on avait pour pas, en fait, inquiéter l'un et l'autre. Ce qui est pas du tout une bonne idée en soi. Vraiment, il faut pas faire ça. Ce moment, entre guillemets, ça a été une redécouverte du couple et une redécouverte de nous deux en général. Comme si on sortait ensemble pour la première fois, en fait. On est sur quelque chose de plus équilibré, de plus sain. L'un comme l'autre, on sent la différence et on sent surtout qu'on peut s'appuyer l'un sur l'autre sans problème. Ce qui était déjà le cas avant, mais en fait, je pense qu'il y avait quand même une espèce de barrière, peut-être de pudeur, qui faisait que justement, l'un comme l'autre, on n'osait pas trop dire ça va pas, ça je sais pas trop. Mon copain était pas bien aussi dans son travail, je pense que lui aussi était proche du burn-out et justement de voir l'état dans lequel ça m'a mis moi, ça lui a permis de prendre un autre tournant dans sa vie et de changer de travail. Aujourd'hui ça va mieux. Il y a des choses qui restent de son ancien travail qui le mettent mal à l'aise, qui le mettent mal, mais ça c'est un travail qui va être long. Et c'est normal, c'est un long cheminement. Et du coup, on avance tranquillement, pas à pas. Et enfin, les autres choses que j'ai mis en place, assez importantes, c'est de se trouver une routine. Ça, mon psychologue me l'a dit quand il a vu que les antidépresseurs faisaient effet et qu'on commençait à être sur quelque chose d'un peu plus stable, entre guillemets. Quand il a vu qu'on était sur quelque chose de plus stable, donc c'est la mise en place de nouvelles habitudes. Et en fait, c'est juste une routine. Les routines, c'est assez important. Ça peut faire chier certains, c'est normal. Les routines, on associe ça souvent aux personnes âgées ou quoi, mais non, en fait, les routines sont très importantes. Moi, la mienne, elle est simple. Déjà, j'ai un carnet dans lequel je vais en fait noter mes humeurs. Donc là, je colorie. Et du coup, tous les mois, vu que ça fait une roue, je peux voir à peu près dans quel mood j'étais ce mois-là, à cause de quels événements. Et voilà, j'ai des problèmes de mémoire aussi depuis que je prends des antidépresseurs, donc ça m'aide à ne pas oublier certains événements. Donc un carnet pour l'humeur et puis le global en fait avec les dates des mois, etc. Et j'ai un carnet là du coup beaucoup plus précis où en fait je marque par jour cette fois-ci ce que j'ai à faire. Là, par exemple, aujourd'hui, je m'étais mis que je devais enregistrer 2 podcasts. Dans le meilleur cas, encore une fois, c'est pas des obligations que je me mets, je me les note. Si je les fais le lendemain, c'est OK. Mais là, aujourd'hui, ouais, c'était vraiment ça. C'était faire les courses, une machine et enregistrer 2 podcasts. Et du coup, j'ai une case urgence, une case self-care et une case to-do. Alors du coup, je suis pas archi entre guillemets original en termes de carnet. Avant, je faisais des bullet journal, mais c'était jamais comme je voulais. Ce que j'ai fait en fait, c'est que quand Léna Situation a sorti sa boutique Hôtel Mafouf, elle a aussi sorti un carnet. Ce carnet, il s'appelle Là où je souhaite aller. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que c'est le type de carnet que elle utilise. Bon, après, elle, c'est une boss girl, hein, vraiment. Elle fait 1 milliard de trucs. Mais du coup, en regardant un peu les pages sur son site, je me suis dit, ouais, c'est clairement le type de carnet qui me conviendrait pour écrire tout ce qui me passe par la tête. Et en fait, maintenant, c'est au-delà juste d'une to-do list, c'est aussi devenu le carnet dans lequel j'écris mes projets. Quand j'ai une idée, je me balade avec, je l'emmène partout avec moi. L'avoir à côté de moi pour pouvoir écrire des choses dedans, ça m'enlève en fait de la charge mentale. Ça m'enlève en fait de la charge mentale de plus avoir en fait toutes ces idées qui vont naviguer dans ma tête un peu en électron libre et que je mets jamais à l'écrit, que je finis par oublier, c'est un peu frustrant. Là vraiment je suis assez organisée là-dessus. Déjà de base je l'étais, mais là on est passé sur une autre forme d'organisation. Et en fait après la routine c'est déjà j'essaye de me lever à la même heure tous les jours et de me coucher à la même heure tous les soirs et d'avoir au moins 8 heures, 8 heures et demie de sommeil. Ça c'est important, je sais que tout le monde peut pas se le permettre. Moi pendant de longues années, des fois il m'arrivait de dormir 4 ou 5 heures par jour max et du coup au niveau hormonal ça dérègle tout et c'est très mauvais. Donc là maintenant j'arrive à dormir à peu près 8 heures, 8 heures et demie par jour. Votre cerveau vous remerciera, votre humeur vous remerciera, votre transit vous remerciera. En fait il y a un peu tout qui se remet en place au final
Et du coup, quand je me lève, je prends mon petit déjeuner avec mon copain avant qu'il aille au travail. On en profite pour discuter un peu. Ensuite, il s'en va. Je fais ma petite routine ménage qui me prend un quart d'heure, 20 minutes par jour à peu près. Ensuite, je sors faire une petite balade matinale. Donc là, j'irai après l'enregistrement de ce podcast parce que là, ça fait quasiment... Ouais, ça fait plus d'une heure que j'enregistre. Et ensuite, ça dépend. Après, je laisse un peu libre cours. Si c'est une journée où je vais plus rester à la maison et faire des trucs un peu créatifs ou quoi, tant mieux. Puis des fois, je vais sortir. En fait, l'idée, c'est d'avoir ces petites routines, donc de manger à heure fixe, de dormir à heure fixe et d'avoir mon petit instant ménage. Donc ça, c'est vraiment pour enlever de la charge mentale, parce que je fais un gros ménage une fois par semaine. Mais en faisant ce petit ménage tous les matins, mon gros ménage, mine de rien, il me prend quand même vachement moins de temps que si j'attendais juste un jour pour tout nettoyer. La règle aussi, c'est de dire... ça, je l'ai déjà dit dans un autre podcast, mais c'est hyper important à retenir. Si ça te prend moins de 5 minutes, fais-le tout de suite. Sinon, en fait, ça va être l'horreur et ça va s'étaler et ça va être plus de 5 minutes à faire après. En fait, le lâcher-prise, c'était de pas vraiment savoir ce que j'allais faire de mes journées, mais avoir quand même une petite structure, histoire de pas être complètement livrée à moi-même et de finir par faire une journée où je reste au lit, où je glande ou machin. Non, j'ai envie d'être un peu active quand même. Et ensuite, la dernière étape, donc que j'ai commencé il y a quelques mois maintenant, ça a été de voir pour l'avenir. Donc là, actuellement, on n'est clairement pas sur une réorientation. Mon contrat est toujours en cours, donc je ne m'en désolidarise pas. Mais les recherches pour l'avenir, donc j'en parle pas trop pour l'instant parce que j'ai pas forcément d'idée fixe. Je ne sais pas où je vais et je sais pas où ça va aller. On a réussi quand même à se centrer sur 3 possibilités, donc c'est bien. Vu qu'avant, j'avais choisi 40 fiches métiers, je voulais tout faire. Donc là, on est un peu plus sur quelque chose de carré. Et d'ici 2 semaines, je commencerai à suivre aussi une formation sur la santé mentale. Donc ça, c'est cool. C'est le genre de choses que j'ai le droit de faire dans le cadre justement d'un congé longue durée maladie. Du moment que je ne suis pas rémunérée, du coup, je serai officiellement formée au premier secours en santé mentale. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est ça, un peu les choses qui ont été mises en place. Certaines fois, c'est encore laborieux. Je continue de me familiariser avec les diverses émotions que je peux ressentir, avec les diverses choses que je peux vivre. Mais surtout, le maître mot, et là, c'est hyper important, que vous soyez en burn-out ou non, en congé longue durée maladie ou non, perdu ou non, c'est se laisser vivre. Ça, c'est hyper important, en fait. Se laisser de temps en temps complètement vivre, se laisser transporter, en fait, se laisser glisser. Moi, c'est vraiment le genre de choses qui me manquait, que je ne m'autorisais pas à faire parce que j'avais un problème de contrôle que je suis en train peu à peu de régler. Mais lâcher prise, c'est très important, ça met du temps et se laisser glisser, ça fait du bien aussi. Votre cerveau, il a besoin de se reposer. J'espère que ces 2 podcasts n'ont pas été trop longs. J'ai l'impression que là, on s'avance plus en plus vers des podcasts un peu plus longs à chaque fois, mais quand même bien construits, je pense. J'espère que ça vous plaît toujours. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à laisser une note, à me laisser un commentaire, à me suivre sur mon Instagram, Projet Afterlife. Vous pouvez aussi aller sur mon site internet, projetafterlife.fr. Je le mets de toute façon à chaque fois en description. D'ailleurs, en parlant du burn-out, j'ai une créatrice de contenu que j'aime énormément qui m'avait fait l'honneur en fait de répondre à mes questions sur le burn-out et j'en ai fait justement un portrait sur le site d'Afterlife. Je vous conseille d'aller le lire, en fait, il est très intéressant. C'est surtout un autre regard, un burn-out par rapport à un autre travail et surtout une autre manière de guérir, donc une autre vision du burn-out et c'est toujours très intéressant d'avoir plusieurs visions d'un même problème pour finalement apprendre à connaître ce problème-là. Voilà, je vous remercie encore une fois pour votre écoute, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.